Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur mon bureau puisque ça va être une vidéo assez longue qui sera un résumé du livre de Pierre Lemieux qui se nomme Du libéralisme à l'anarcho-capitalisme. Je vais faire toute une partie résumée et ensuite une partie critique. Et d'ailleurs j'attends des réponses à mes critiques car je pense qu'il y en a un certain nombre qui peut-être sont répondables ou démontrables assez rapidement, mais c'est juste que je n'ai pas forcément eu la présence d'esprit d'avoir certaines réponses. Donc n'hésitez pas à réagir à ma partie critique. Et je pense que cette vidéo ne sera pas forcément linéaire par rapport au livre, c'est pour ça qu'il y a toujours un intérêt à aller lire le livre, car toutes les parties que j'ai décidé de mettre en avant sont des parties qui répondent à mes connaissances et non-connaissances sur le sujet, donc qui m'ont davantage marqué. Et chacun aura, je pense, une lecture assez différente de ce livre, mais il me semble qu'il s'agit d'un livre assez intéressant car je trouve qu'on ne parle pas assez du libéralisme sur YouTube, et encore moins d'anarcho-capitalisme car c'est assez minoritaire, surtout en France. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Il n'y aura pas vraiment de transition entre les chapitres car sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue, donc je vous mettrai juste des banderoles lorsqu'on changera de sujet et peut-être que ce sera un petit peu abrupt mais c'est pas grave. Et c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Nous allons commencer par l'introduction car l'auteur commence directement par le vif du sujet et il nous parle de rassemblement décisionnel. Alors qu'est-ce que le rassemblement décisionnel? C'est par exemple le fait que des Français ont la nationalité française et donc peuvent décider ensemble d'élire un président. Ils sont unis pour un rassemblement décisionnel. Et ce rassemblement décisionnel, l'auteur trouve, et la plupart des libéraux trouvent, qu'il est souvent très arbitraire. C'est une forme d'arbitraire qui vient de circonstances historiques, le fait que historiquement la France s'est créée, nous avons des citoyens français et nous sommes censés prendre des décisions en commun avec des personnes par exemple qui sont dans les dom-toms, un Corse, un Parisien, tout le monde est censé prendre des décisions en commun alors que fondamentalement ces personnes-là n'ont pas forcément le même quotidien ni le même mode de vie. Et c'est pour cela que l'auteur remet vraiment en question les rassemblements décisionnels, car il dit par exemple un pays peut très bien sortir de l'Union Européenne, sortir de ce rassemblement décisionnel et donc s'extraire de ce groupe. Alors pourquoi il ne serait pas le cas aussi pour des régions? Peut-être que l'Île-de-France voudrait sortir du rassemblement décisionnel de la France et faire un sous-groupe de rassemblement décisionnel, et dans ce cas-là aussi à Paris, on pourrait très bien se dire le 13e décide d'un coup de faire un sous-groupe décisionnel car il dit que tous ses habitants ont une historicité commune, ont un passé commun qui fait qu'ils souhaitent s'extraire de ce grand rassemblement décisionnel pour former un plus petit rassemblement décisionnel, et nous pouvons pousser comme ça la logique, la pousser, jusqu'à arriver à l'atome individuel. Et finalement, lorsque l'on pousse cette logique arbitraire, on en arrive nécessairement à l'atome individuel, et donc à la souveraineté de l'individu, et donc à l'anarchie. Nous allons désormais passer à la deuxième partie de son introduction où il parle de l'inhibition de l'aventure par la lourdeur administrative et les réglementations. Et je vais d'abord commencer par une petite histoire qu'il nous conte. L'auteur prend l'exemple d'un jeune Californien décollant de l'état de New York dans les années 80 à bord du Spirit of California, un mini-planeur équipé d'un moteur de motoneige. Il met le cap sur le Canada, un long périple commence alors, projetant de terminer son voyage à Paris 6 semaines plus tard. Néanmoins, 3 jours après son départ, il est cloué à terre lors d'une escale au Québec, car son engin n'était pas aux normes réglementaires de la sécurité aérienne. Les porte-paroles du gouvernement expliquent qu'il risque sa vie et que s'il lui est arrivé un accident, les recherches coûteraient cher aux contribuables. Le jeune Californien rétorque alors qu'il est prêt à signer une renonciation afin de libérer les autorités de toute responsabilité en cas d'accident. L'État administratif refusa et il fut rapatrié. Alors cet exemple nous montre bien l'impossibilité de s'extraire de certaines réglementations, même si nous refusons les contreparties positives. Par exemple là, il refuse la contrepartie positive qui est de se faire sauver en cas d'accident, et il ne peut par conséquent pas prendre les risques, car il s'agit d'un ensemble, il s'agit d'un pack. Si on refuse les contreparties positives, eh bien on ne peut pas non plus prendre les risques, même si on en assume les conséquences. Bon là je trouve que ce n'est pas un très bon exemple qu'il a donné, car il risque aussi de potentiellement tuer des personnes si son engin s'écrase sur des maisons ou sur des individus. Mais prenons d'autres exemples. Imaginons une personne qui veut prendre le risque d'aller faire une balade dangereuse en montagne et le sentier est interdit car c'est un sentier trop dangereux. Eh bien on pourrait se dire qu'il peut prendre le risque et qu'il en assume les conséquences, qu'il ne souhaite pas être cherché en cas de problème, que les sauveteurs ne viennent pas.
Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple que j'ai donné avec mon histoire de sentier de montagne, mais c'est pour bien vous illustrer qu'une personne ne peut pas s'extraire de ces règles. Si elle naît sur un territoire, elle est obligatoirement soumise à ces règles et ne peut en aucun cas s'en extraire, et je reviendrai là-dessus par la suite. Et d'un point de vue des réglementations, il y a aussi toutes les réglementations qui inhibent toute prise de risque, toute création. Par exemple, toutes les réglementations en France qui compliquent la création d'entreprises, c'est quelque chose qui est assez critiqué par les libéraux. Toujours dans l'introduction, l'auteur nous parle ensuite d'une citation qui est « L'ordre est fille et non mère de la liberté ». Il s'agit d'une citation de Proudhon qui illustre bien un désaccord fondamental entre, on va dire, des anarchistes de gauche, grossièrement, et des anarchistes plutôt libéraux. Donc très grossièrement j'utilise ces termes, mais il ne s'agit pas vraiment des bons termes. Mais disons que par exemple les anarcho-communistes considèrent, ou même les communistes de manière générale, qu'il faut d'abord avoir de l'ordre, qu'il faut une forme d'état provisoire pour arriver ensuite à une liberté, que l'ordre précède la liberté. Alors que les anarcho-capitalistes ou les libéraux considèrent que la liberté précède l'ordre, qu'une fois qu'on aura une liberté, il y aura une forme d'ordre harmonieux qui va se créer. Il s'agit d'une vision finalement qui est assez opposée, alors que ce qui est assez paradoxal chez les anarcho-communistes, ou chez même les marxistes de manière générale, qui considèrent que l'État n'est que provisoire pour arriver à une forme de liberté, c'est que il n'y a que l'État bourgeois qui va être supprimé en finalité. Mais si l'on considère qu'il faut continuer à avoir une forme d'égalité finale, dans ce cas-là, il y aura par la suite encore une collectivisation, encore une répartition dans la population, et pour avoir cette organisation-là, il faut avoir une grosse centralisation, il faut arriver à avoir une sorte de pouvoir tentaculaire, une grosse administration qui fait que l'ordre sera encore très présent, même s'il n'y avait plus le mot qu'est l'État, il y aura encore une grosse centralisation de l'organisation et une organisation qui serait très millimétrée, très présente, très ordonnée, d'un point de vue peut-être plutôt autoritaire. Et c'est ce que critiquent les libéraux, c'est qu'ils disent mais tant que l'on souhaite une égalité de résultats, il y aura nécessairement cette forme d'organisation très présente, très centralisée, qui devra régir nos vies, car si on laisse la liberté, il n'y aura pas d'égalité de résultats. Et c'est pour cela que l'auteur nous invite à nous détacher de ces libertaires, de ces anarcho-communistes, car c'est totalement différent un anarchiste qui serait anarcho-communiste et un anarchiste capitaliste. Et bon, là je me rends compte qu'il y a une forme de confusion puisque j'utilise le mot ordre avec différentes définitions, car il n'a pas la même signification si on se place d'un point de vue d'un anarcho-communiste ou d'un anarcho-capitaliste ou d'un libéral. Parce que par exemple pour un anarcho-communiste, l'ordre c'est quelque chose que l'on planifie, c'est quelque chose que l'on prévoit et on essaye par la suite d'organiser le réel par rapport à une volonté de résultat. Alors que pour un anarcho-capitaliste, pour un libéral, l'ordre est quelque chose qui succède une notion de liberté qui s'applique au quotidien avec un principe de non-coercition, et ce qui résulte de cette liberté et de cette non-coercition, il s'agit de l'ordre. Donc déjà la définition est totalement différente. Alors désormais je vais passer à la définition. Si je ne l'ai pas mise au début, c'est tout simplement parce que l'auteur la met après son introduction. Je ne sais plus s'il s'agit de ces définitions ou si c'est moi qui suis allée chercher mes définitions préférées sur internet. Alors là j'ai déjà pris une définition sur le site Wikibéral qui est la définition du libertarianisme. Le mot libertarien découle du mot anglais libertarian qui a été introduit en français par Henri Lepage dans les années 1980. Les libertariens sont des libéraux radicaux, opposés à l'État dans sa forme contemporaine. Pour eux, les pouvoirs de l'État devraient être extrêmement restreints, minarchisme, ou même supprimés, anarcho-capitalisme. Contrairement à l'idée libertaire, les libertariens ne sont pas pour une société gérée en commun, mais pour une société où les interactions entre les individus découlent de contrats librement consentis, conformément aux droits naturels et à l'axiome de non-agression. Très important l'axiome de non-agression, il revient assez souvent dans les écrits libéraux. Le terme anglais de libertarian, libéral, a un sens plus étendu que le terme français libertarien, qui désigne à strictement parler que les minarchistes. Théorie politique qui considère que les pouvoirs de l'État devraient être très restreints, s'apparentant ainsi au libéralisme classique.
et les anarcho-capitalistes qui prônent la suppression des pouvoirs de l'État et l'instauration d'un droit privé. Désormais, nous allons passer au premier chapitre qui se nomme « Les droits collectifs sont un mythe » et nous allons commencer par une phrase de Montesquieu qui provient de l'esprit des lois. Comme dans les démocraties, le peuple paraît faire à peu près ce qu'il veut, on a mis la liberté dans des sortes de gouvernements et on a confondu le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. Et l'auteur nous alerte par rapport aux décisions collectives, car les décisions collectives dans nos démocraties sont décidées à partir de 50% pour une voix ou pour une personne ou pour une idée, mais déjà il se questionne sur ce chiffre. Pourquoi 50%? Pourquoi pas 55%? Pourquoi pas 60%? Et peut-être que ce chiffre de plus de 50% vous paraît évident car vous vous dites il faut que la majorité adhère à cette idée, sauf que ce n'est pas si évident que ça puisque tout le monde ne vote pas. Tout le monde n'est pas intéressé par les choix proposés. Parfois, il ne s'agit pas juste de deux choix, il s'agit de choix multiples, et donc ce 50% n'a peut-être plus vraiment de sens. Et c'est pour cela que l'auteur se questionne là-dessus. Et est-ce que nous devons toujours appliquer ce qui a été décidé à plus de la majorité? Par exemple, si plus de la majorité décide d'exproprier le reste de la population, si plus de la majorité décide d'exterminer les juifs. Je donne des exemples un petit peu extrêmes, mais c'est quand même une question qui se pose, et c'est là qu'intervient la protection des minorités, pour protéger justement la minorité face à la décision de la majorité. Mais l'auteur est assez critique aussi là-dessus, car elle dit que la plus petite minorité, ça reste l'individu. Justement, si on pousse encore cette logique, comme je l'avais fait au début, et qu'on pousse un petit peu à l'absurde, eh bien on peut encore une fois diminuer les groupes, partir du groupe des personnes noires, eh bien les minorités dans les personnes noires, c'est peut-être les personnes noires handicapées, et ensuite il y a les personnes noires handicapées et femmes, il y a une forme d'intersectionnalité qui se forme, et dans ce cas, pourquoi s'arrêter à tel groupe et pas tel autre groupe? Et si l'on diminue, si l'on pousse la logique, et bien dans ce cas-là, autant protéger directement les individus. Et c'est pour cela que l'auteur se questionne là-dessus, et qu'il nous dit que pour lui, une minorité bien protégée peut facilement devenir assez tyrannique, et c'est pour cela qu'il vaut mieux s'intéresser aux droits des individus plus qu'aux droits des minorités. Un autre problème que l'auteur voit concernant nos états démocratiques, c'est qu'il est impossible d'en faire sécession. Il est impossible de racheter les parts de soi sur le marché de la démocratie. Nous sommes condamnés à faire partie de ce système, même si nous vivons isolés, même si nous en rejetons les règles, eh bien nous en faisons nécessairement partie. Et là-dessus, Jean-Jacques Rousseau avait été assez visionnaire. Il décrivait déjà cette servitude démocratique dans sa description du contrat social, se réduisant à l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on y perd. Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale. Ensuite, un sujet très intéressant que l'auteur aborde, qui est la liberté de mourir de faim. Déjà, c'est un sujet qui m'a un petit peu interloqué par son titre, et il commence par certaines distinctions. La première distinction étant entre le fait d'avoir le choix et le fait d'être libre, qui n'est pas du tout la même chose. Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Déjà, imaginons un bandit de grand chemin. Non, plutôt, nous sommes pas au XVe siècle, Floriane. Imaginons que vous baladez à Gare du Nord et que une racaille vous aborde et vous dit « la vie ou votre téléphone ». Voilà, la bourse ou la vie. Vous avez deux choix, certes, mais vous n'êtes pas libre, car l'un des deux choix, vous ne le considérez pas. C'est une question rhétorique. Bien évidemment que vous allez donner votre téléphone si la personne est armée, que vous n'avez pas envie de vous battre, que vous faites mon gabarit. Il y a l'un des deux choix qui n'est pas considérable. Donc, vous avez le choix, mais vous n'êtes pas libre. Et à l'inverse, si on vous dit vous pouvez épouser n'importe quelle fille sur cette terre, mais aucune d'elles ne veut de vous. Dans ce cas, vous êtes libre, mais vous n'avez pas le choix, car aucune d'elles ne veut de vous, et qu'il faut un consentement réciproque pour épouser quelqu'un. Donc voilà, cette distinction entre les deux, et aussi il y a la distinction entre le fait d'avoir du pouvoir et le fait d'être libre. Déjà, avoir du pouvoir, c'est augmenter son champ d'action et diminuer le champ d'action d'autrui. Et vous pouvez très bien être libre et avoir peu de pouvoir, je pense que vous l'imaginez, mais l'inverse c'est un peu plus dur à imaginer, avoir du pouvoir mais ne pas être libre. Par exemple, un fonctionnaire à l'époque de l'URSS qui peut délivrer des passeports, il a du pouvoir, mais lui-même ne peut pas en obtenir,
et il ne peut pas voyager. Donc il a du pouvoir, mais il n'est pas libre. Et c'est avec ces deux distinctions que l'on peut arriver à imaginer la liberté de mourir de faim. Il est possible qu'une personne soit totalement libre, mais qu'elle n'ait pas de pouvoir, qu'elle n'ait pas de choix, et dans ce cas, qu'elle soit très limitée, que juste elle n'ait pas de choix qui s'offre à elle, qu'elle n'arrive pas à gagner d'argent, soit par manque d'opportunités, soit par manque de saisie d'opportunités, soit parce que personne ne veut commercer avec elle, soit parce que c'était difficile. Il y a plein de circonstances qui peuvent faire qu'une personne peut manquer de nourriture, peut manquer d'argent, et dans ce cas-là, comme on n'oblige personne à lui donner de l'argent ou à lui donner de la nourriture, eh bien c'est possible que des personnes meurent de faim. Le libéralisme n'amène absolument pas à l'égalité, n'amène pas au fait que tout le monde ait nécessairement de la nourriture, puisque la liberté implique le fait qu'il n'y a pas de coercition envers autrui, et donc que personne n'est obligé de lui donner. Ce qui fait qu'il ne faut pas se leurrer sur le libéralisme peut amener au fait que des gens meurent de faim, tout simplement parce qu'on n'oblige personne à leur donner. Donc c'est possible que des personnes ne soient pas aidées, que des personnes n'aient pas d'opportunités, ne puissent pas les saisir, et dans ce cas-là, eh bien des personnes peuvent mourir de faim, et il faut le prendre en compte lorsque l'on pense au libéralisme et ne pas être naïf là-dessus. Nous allons maintenant traiter la notion d'appropriation. Comment décider de s'approprier telle ou telle terre, tel ou tel objet, tel ou tel concept? C'est une question qui est très importante, notamment lorsqu'on pense au libéralisme. Et c'est pour cela que l'auteur va citer du John Locke, même si John Locke n'est pas un auteur tout récent, qui dans son deuxième traité de gouvernement civil nous parle de cette notion d'appropriation et du fait que par exemple si vous vous baladez dans une forêt, vous vous baladez dans la nature, vous croisez une fraise. Et bien cette fraise, elle n'appartient à personne. Vous pouvez vous l'approprier, vous pouvez la manger. Mais déjà, la question est un peu plus compliquée lorsqu'il s'agit d'un bien qui n'est pas consommable. Lorsqu'il s'agit d'un bien comme par exemple une terre, qui n'est pas quelque chose de consommable. Comment décider que cette terre vous appartient, qu'elle devient votre propriété privée? Eh bien déjà, il faut qu'elle n'appartienne à personne précédemment. Et puis, John Locke répond que si vous travaillez cette terre, dans ce cas, cette terre devient vôtre. Mais il y a aussi une autre question qui se pose, comment se rendre compte si nous ne sommes pas dans la coercition vis-à-vis d'autrui, puisqu'ils en sont par définition exclus de notre terre. Et là, John Locke répond que s'il en reste assez et d'assez bonne qualité pour les autres, et bien dans ce cas, cela convient. Mais cette réponse n'est pas sans problème et j'y reviendrai à la fin de la vidéo, car c'est une réponse qui provient un petit peu d'un autre temps. Nous allons désormais parler du danger de la métaphore organiciste. Il y avait déjà Auguste Comte qui considérait les hommes comme des organes du grand être. Pour Durkheim et de nombreux sociologues, l'individu n'est qu'un simple organe social. Henri Michel, lui, critiquait cette vision organiciste qui, pour lui, une fois l'identification admise entre l'organisme vivant et l'organisme social, une politique en découle qui étend de manière démesurée les droits de l'État sur l'individu. Et dans ce cas, la vie de l'État devient la vie de l'individu, et si des petits individus qui font partie de cette société sont comme un membre gangréné, eh bien on est prêt à les amputer pour sauver l'organisme total. Et c'est ça le danger, c'est que les individus peuvent devenir des sortes de menaces pour l'organisme total, et on peut être prêt à les sacrifier pour sauver le tout. Alors que pour l'auteur, il n'y a pas d'organisme total à sauver, il n'y a pas de systèmes neuronaux qui sont incarné par des élites qui planifieraient et qui organiseraient le tout et qui seraient nécessaires. Il n'y a pas d'organes nécessaires qui seraient représentés par des institutions étatiques. Il n'y a pas tout cela. Et donc il n'y a pas à sacrifier des individus pour un ensemble, car cela deviendrait très dangereux d'avoir cette métaphore organiciste constamment en tête, alors qu'il n'y a pas d'organisme total. Il y a juste une société avec des institutions qui peuvent être là, qui peuvent être supprimées, avec des individus qui ne sont pas comme des cellules qui ont un rôle parfois bien précis. Les individus peuvent changer, les individus ont des aspirations, et pour lui, cette métaphore est juste dangereuse et fausse. Désormais, nous allons passer au troisième chapitre. Je me rappelle même plus avoir fait le deuxième chapitre. Ah si, c'était la société n'existe pas. Alors le troisième chapitre, c'est la liberté engendre l'ordre, et avec une sous-catégorie qui se nomme cybernétique et équilibre. Alors les sous-catégories, les sous-chapitres, je ne sais même plus si c'est ces chapitres à lui, ou si c'est juste moi qui ai réinventé des titres. Bon, ce n'est pas très important. Je vais commencer par une citation de Mussolini qui cite au début de ce chapitre. « Nous avons été les premiers à affirmer que plus les formes de civilisation sont compliquées, plus la liberté doit être restreinte. »
Et par la suite, il l'introduit avec cette citation pour essayer d'aborder le laisser-faire économique et en quoi la théorie hayekienne est intéressante du laisser-faire. Et je vais essayer de vous présenter cette théorie en essayant d'être la plus claire possible. Mais dites-vous que si je ne suis pas claire, ce n'est pas que la théorie hayekienne est confuse, c'est que moi je suis confuse par rapport à sa théorie, et plutôt la théorie qui a été réexpliquée par l'auteur dans le livre, qui, selon moi, n'était pas forcément très clairement expliquée, ou alors c'est juste que je n'ai pas les capacités, les connaissances de la comprendre, mais je vais quand même essayer de vous retranscrire ce que j'ai compris. Disons que Hayek considère que dans une société, eh bien, il est possible d'avoir une forme d'autorégulation si l'on laisse les individus s'organiser économiquement entre eux et que l'on laisse une sorte de grosse liberté économique. Parce que il n'y a pas besoin selon lui qu'il y ait une grosse centralisation du commandement et de la planification avec des individus qui diraient vous devez faire ça, vous devez vous organiser comme ça, telle entreprise vous devez donner tel chiffre à telle autre entreprise, à telle autre organisation. Toute cette planification selon Hayek n'est clairement pas nécessaire. Selon lui, il y a une autorégulation qui peut se former. Et pour que cette autorégulation fonctionne, il faut que les individus aient accès aux actions des autres individus et puissent avoir accès justement à cette somme totale d'actions des autres individus. Néanmoins, cette somme totale d'actions des autres individus, à moins que l'on soit dans une société tribale, eh bien personne n'y a directement accès. Alors comment on fait ? Eh bien tout simplement, il considère qu'au quotidien, les individus vont avoir des feedbacks de cette somme totale d'actions qui est dispersée dans la société. Par exemple, leur revenu va baisser. Et ils n'ont même pas besoin de comprendre exactement le pourquoi leur revenu a baissé. Est-ce que c'est par rapport à des désirs lointains de personnes qui ne font plus les mêmes investissements dans le marché, qui ont changé leur mode de consommation ? Quelle qu'en soit la cause, eh bien cette personne va devoir directement réagir et se réadapter. Et non par rapport à ce feedback qu'il a reçu, le fait que son salaire baisse, il va devoir réadapter son comportement. Et donc directement, il va y avoir une action de réponse. Ce qui fait qu'il n'a même pas besoin de comprendre, même si c'est mieux de comprendre pourquoi son salaire baisse, mais dans tous les cas, il aura une posture de réadaptation. Et c'est cela qu'appelle Hayek une forme de rééquilibrage, et que chaque personne va se rééquilibrer par rapport à son environnement proche, et que c'est toute cette somme de rééquilibrage par rapport à la somme totale d'informations qui est diluée dans la société qui va faire une forme d'harmonie et qui va fonctionner dans le laisser-faire. L'auteur présente ensuite deux notions hayekiennes qui sont inspirées de principes de Popper, et qui concerne l'étude de l'activité humaine. Il y a le rationalisme constructiviste et l'évolutionnisme social. Et le premier, le rationalisme constructiviste, conçoit les institutions comme étant les produits de plans humains dont le but est d'atteindre un objectif identifié. Alors que le deuxième, l'évolutionnisme social, fonctionne sur un plan d'adhésion progressive de la population à des institutions coutumières, à des règles coutumières plus intuitives, comme par exemple la monnaie ou le langage. Il s'agit d'une suite d'essais et d'erreurs qui vont faire la création de ces principes, de ces concepts, et c'est pour cela que les libéraux préfèrent nécessairement l'évolutionnisme social, car ils considèrent que c'est le résultat d'une sélection naturelle et que ce n'est pas quelque chose qui est plaqué sur notre société. Désormais, nous allons parler de rule of law and common law. Déjà, the rule of law, c'est la suprématie du droit, et ça a été défini par le juriste Dissay comme étant la suprématie ou primauté absolue des lois établies par opposition à tout pouvoir arbitraire, à toute prérogative, même à l'extension du pouvoir que s'accorderait le gouvernement. Et dans la conception libérale, il n'existe pas de différence entre des délits contre l'État et les autres. Et ils ont une vision du droit qui est davantage souple, qui est davantage dans le common law, c'est-à-dire le droit coutumier, c'est-à-dire suivre l'évolution des mœurs, essayer de s'adapter à l'évolution des mœurs dans le peuple, et davantage l'application de la jurisprudence, par exemple, par rapport à l'évolution de la vision qu'a le peuple face à telle ou telle action. Alors que nous avons une vision actuelle du droit qui est beaucoup plus écrite et stable, et qui est promulguée par le législateur. Désormais, nous allons parler de la liberté d'association et la charité volontaire, car il y a une distinction entre les règles générales et les exceptions qui sont permises par le contrat.
C'est-à-dire qu'il y a les règles générales qui sont soumises à la juridiction, et il y a le contrat qui permet des modalités d'association entre les individus qui sont particulières. Et c'est ce contrat qui permet aussi des associations. L'individualisme permet le socialisme, alors que le socialisme ne permet pas l'individualisme. C'est là une grosse distinction. Et ces associations peuvent permettre aussi de créer des associations de charité. Des personnes peuvent donner à ces associations, celles qui les touchent le plus, ou peuvent aussi travailler pour ces associations. Et l'auteur cite notamment la Croix-Bleue comme organisation à but non lucratif, offrant des soins médicaux aux plus démunis. Mais il prend également pour exemple des sociétés commerciales qui peuvent parfois œuvrer dans ce sens. En effet, un certain nombre de sociétés proposent à leurs salariés un régime d'assurance santé privée rattaché à leur emploi. Et l'auteur affirme que les assurances de santé privée coûtent généralement moins cher que les assurances publiques en offrant de bien meilleurs services. Il prend l'exemple du coût de l'assurance santé au Québec qui coûte 3 295 $ par famille, soit 72% de plus que le régime d'assurance privée dont jouit la famille de chaque employé à la Honeywell à Minneapolis aux États-Unis. Bon, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai à la fin de la vidéo. L'auteur parle également du progrès et de la tradition, car dans un monde libéral, il considère que l'on ne peut pas imposer le progrès à la population, car tout se heurte à la propriété privée. Plutôt, on ne peut pas imposer le progrès à des personnes qui ont des propriétés privées qui peuvent être affectées par ce progrès entre guillemets. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple. Si vous voulez construire une autoroute, eh bien, vous devez passer par des terrains qui nécessairement appartiennent à certaines personnes. Et actuellement, si l'État veut construire une autoroute, eh bien, il est obligé de faire des propositions de rachat de ces terrains. Mais même si les personnes refusent, eh bien, l'État peut très bien exproprier ces personnes contre une rémunération et que ces personnes soient obligées de vendre à l'État leurs terrains. Ce qui fait qu'on ne leur laisse pas vraiment le choix, on leur dit tenez votre terrain vaut ça, mais bon si vous voulez pas, on va quand même vous l'acheter et on vous laisse pas le choix. Alors que là, il ne serait pas possible d'acheter de force un terrain si une personne ne veut pas vendre son terrain, qu'elle ne veut pas qu'une autoroute passe par son terrain, eh bien cette autoroute ne passera pas par son terrain. Et tout simplement, le chef d'entreprise qui veut installer cette autoroute devra passer par un autre chemin. Car on ne peut pas imposer un progrès à des personnes sur leur propriété, c'est impossible. Alors il faut proposer une offre assez alléchante, et si une personne ne veut absolument pas vendre sa maison, vendre son terrain, que pour elle même 10 millions d'euros ce n'est pas assez, eh bien elle ne la vendra pas, et cette autoroute ne passera pas par là. Ce qui fait que s'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas d'autoroute, eh bien, en tout cas d'autoroutes qui passent par leur terrain, eh bien il n'y aura pas d'autoroutes qui seront construites. Et c'est un point assez fondamental puisque ça reflètera un peu plus l'avis de la population par rapport à certaines avancées plutôt que ce soit une forme de décision centralisée qui fait que d'un point de vue de l'évolution du pays, on a besoin d'un tel nombre d'autoroutes, de tel nombre d'aéroports, donc on va installer ça ici, installer ça ici. Là, c'est une vision qui est beaucoup plus imposée à la population, alors que dans la vision libérale, eh bien, même si un certain nombre de personnes souhaiteraient avoir des autoroutes, si ces autoroutes se font par une forme d'expropriation cachée de personnes, eh bien cela ne se mettra pas en œuvre car c'est quelque chose qui est moralement condamnable pour les libéraux. Maintenant nous allons parler d'un État limité, car pour Hayek, l'État ne doit utiliser la coercition qu'à deux fins. Faire respecter le droit libéral et relever les impôts pour faire respecter le droit libéral. C'est tout. L'État ne doit pas interférer d'autres manières, ou alors il peut s'intégrer à la vie économique dans certains domaines, comme par exemple la poste ou l'électricité, mais ne pas créer de monopole artificiel. Il faut toujours qu'il laisse place à la concurrence, car l'État peut être intéressant dans certains domaines par sa position d'État et par le fait qu'il soit assez facile pour lui d'arriver à faire les choses à l'échelle nationale, et donc peut-être qu'il peut avoir des tarifs préférentiels pour certaines choses, ce qui fait qu'il va proposer les meilleurs services, mais c'est pour cela qu'il doit laisser la place à la concurrence pour toujours prouver qu'il reste le meilleur service et qu'il ne crée pas justement une forme de monopole artificiel alors qu'il pourrait être meilleur grâce à la concurrence et juste à cause de ce monopole artificiel demeurer dans une forme de médiocrité mais ne pas laisser la place à la concurrence. Là justement s'il intervient dans le domaine économique c'est vraiment qu'il a quelque chose à apporter à la population et pas juste parce qu'il a créé un monopole artificiel.
Il parle également des allocations directes, car ils ne sont pas contre les aides sociales, mais il ne faut pas qu'elles interfèrent dans l'économie, dans la fixation de prix de salaire ou ce genre de choses. Il faut vraiment, pour Hayek, que ce soit des offres, des allocations directes pour les personnes qui, par le hasard de la vie, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Et après, il y a d'autres libéraux qui ont d'autres visions, comme Friedman, qui, pour lui, souhaiterait qu'il y ait un revenu de base, un revenu minimum pour ne pas tomber sous un certain seuil de pauvreté. Et concernant les impôts, pour Hayek, il faut que ce soit des impôts qui soient proportionnels et non progressifs. Que les impôts ne soient pas plus élevés proportionnellement si votre salaire est plus élevé. Nous allons passer au prochain chapitre qui se nomme Laisser faire, avec une sous-partie qui s'appelle L'emploi de la raison pour ordonner les affaires humaines. Et il y a quelque chose qui agace un peu l'auteur d'un point de vue des étatistes, des remarques que font les étatistes, qui considèrent que le marché n'est pas organisé de manière rationnelle, qu'il y a certaines choses qui vont être produites en grande quantité alors que ce sont des choses inutiles, d'autres choses très utiles qui vont être produites en trop petite quantité, que la valeur réelle n'est pas liée à la valeur de vente des objets, et toute cette petite irrationalité dérange les étatistes. Mais l'auteur fait un parallèle avec les relations amoureuses, le domaine des relations amoureuses, et leur dit, mais c'est la même chose dans le domaine des relations amoureuses, des personnes qui sont faites pour s'entendre ne se rencontreront jamais, la valeur d'une relation ne sera pas associée à la valeur réelle des sentiments, il y a plein comme ça d'incohérences d'un point de vue de la rationalité, et on pourrait très bien se dire, dans ce cas-là, on va organiser une nationalisation des agences matrimoniales, essayer de faire une forme de rationalisation des interactions humaines d'un point de vue amoureux, pour essayer que tout colle, que tout soit rationnel, et que tout soit optimisé. Et c'est pour cela que l'auteur fait un parallèle avec le marché économique. Il dit certes, ce n'est peut-être pas rationnel, un laisser-fairisme, mais ce n'est pas moins intéressant. Au même titre que pour le domaine amoureux, eh bien on ne souhaiterait pas qu'il y ait une forme d'organisation étatique, nationalisée. D'un point de vue rationnel, on trouve une certaine beauté, justement, à ce point de vue non rationnel et cet aléatoire de la vie. Eh bien lui, c'est la même chose d'un point de vue économique. Il considère qu'il n'y a pas à tout optimiser, à tout rationaliser, que justement ces interactions qui vont se rajuster avec le temps, eh bien sont intéressantes et qu'il n'y a pas à tout planifier par avance, au même titre que l'on ne planifierait pas le domaine amoureux par avance. L'auteur aborde ensuite un sujet qui est très intéressant mais qui je trouve aurait mérité d'être beaucoup plus détaillé, même si je pense que à part dans un manuel d'économie, là dans un livre qui aborde plein de sujets, ce n'est peut-être pas la place parce que je pense que ça demande un certain nombre de grands développements, c'est la fin de l'obligation monétaire nationale. D'ailleurs, Hayek l'aborde dans son livre de Denationalization of Money, que pour lui, eh bien, les individus ne devraient pas être forcés à utiliser la monnaie nationale, qu'il pourrait y avoir une forme de concurrence entre plein de monnaies privées qui seraient créées, et qui pourraient être concurrentielles, dans une forme de concurrence entre elles, et que les individus pourraient choisir quelle monnaie ils utilisent, qui pourraient d'ailleurs avoir plusieurs monnaies, et que pour lui ça aurait un certain intérêt, que les meilleures monnaies survivraient, entre guillemets, et c'est pour cela qu'il est contre ces lois du cours légal qui imposent cette utilisation de la monnaie unique dans un pays. Je vais aborder le thème des monopoles, car déjà faudrait-il s'accorder sur le terme monopole, car il est surtout utilisé de manière péjorative au quotidien lorsque je l'entends, et déjà faudrait-il le définir, car pour l'auteur il n'existe pas vraiment de monopole, dans un sens strict du terme, d'entreprise qui aurait la totalité d'un marché. Ou alors il faudrait avoir une vision très très restrictive d'un monopole, de la part du marché qui est concerné. Par exemple, il faudrait que ce soit une certaine molécule dans l'industrie pharmaceutique et que le monopole soit sur la vente de cette molécule-là mélangée à telle autre. Dans ce cas-là, oui, il pourrait y avoir un monopole car il s'agit d'une part du marché extrêmement restrictive. Mais si l'on parle de manière générale, eh bien, il n'existe pas vraiment de domaine où il existe un monopole sur une grosse part du marché. Ah, même si certains domaines, comme par exemple l'électricité, permettent des économies d'échelle, ce qui favorise la création de monopoles, un monopole va beaucoup plus facilement être créé dans une économie fermée qu'une économie ouverte.
Et nous pourrions alors nous questionner sur une autre vision de la définition du monopole. Est-ce que le monopole, cela signifie qu'une entreprise a un petit peu tous les pouvoirs sur ses prix, peut vraiment décider ses prix? Et bien dans ce cas, on pourrait dire que n'importe quelle entreprise peut décider ses prix, qu'elle a juste plus ou moins de pression, donc à quel moment on met la limite? C'est une définition qui est un petit peu floue, et en plus, il y a toujours cette ombre péjorative qui suit la notion de monopole, alors que le monopole, ça signifie juste qu'il s'agit de la meilleure offre au meilleur prix qui a été proposé jusque-là et que personne n'arrive à le concurrencer. Maintenant, nous allons parler du protectionnisme et je suis un peu déçue que l'auteur n'ait pas plus approfondi cette question car il s'agit d'une question très intéressante car beaucoup de personnes se considèrent comme protectionnistes et moi aussi, il y a quelques années, je me considérais comme protectionniste. Alors que selon moi il n'y a pas beaucoup de raisons valables à arguer lorsque l'on est protectionniste, à la limite des raisons peut-être plus nationalistes, mais sinon d'un point de vue économique cela n'a pas vraiment de sens, cela n'a pas vraiment d'avantage car justement le libre-échange permet une équilibre des balances entre les pays, permet au peuple de bénéficier des meilleurs prix, donc il n'y a pas vraiment d'avantage au protectionnisme, même d'un point de vue environnemental, c'est assez discutable parfois, et je vous invite à aller lire le livre de Bastia qui s'appelle Sophisme économique, qui parle un petit peu plus de ça. Et là, justement, il va citer quelque chose qui est vraiment fin. C'est Molinari qui remarquait en 1876 à New York que les vendeurs de journaux vont économiquement pieds nus, le tarif de l'Union protégeant le cuir national de préférence aux pieds nationaux. Et de plus, il reprend la même logique de l'arbitraire de cette notion de protectionnisme, parce que pourquoi l'on décide de protéger à partir des frontières d'un pays, et pourquoi si cette fermeture des frontières d'un point de vue économique, ou si ces taxes d'un point de vue du pays avantage ce pays, s'il s'agit d'une protection, pourquoi ne pas protéger aussi les deux France, pourquoi ne pas protéger aussi Paris, pourquoi ne pas protéger aussi à petite échelle si réellement il s'agit d'une protection? Désormais, nous allons parler de la propriété privée et de l'écologie, car l'auteur considère que la propriété privée protège les espaces. Que par exemple, si vous avez votre jardin, vous allez faire attention à ce que personne ne jette ses déchets dedans, à ce que votre jardin reste propre, reste beau, et c'est pour cela que l'auteur étend cette logique et dit que si chaque parcelle appartenait à quelqu'un, eh bien il n'y aurait pas cette dilution de la responsabilité qui persiste dans les lieux publics où chacun se permet beaucoup plus de choses que dans son propre espace. Là, si chaque endroit appartenait à des gens, eh bien il ferait beaucoup plus attention au maintien d'une certaine beauté du lieu, d'un certain respect du lieu, et c'est pour cela que l'auteur soutient que pour arriver à des espaces plus écologiques, plus beaux, eh bien il faudrait que chaque parcelle appartienne à quelqu'un. Et il considère aussi que les personnes qui sont dans la planification voudraient sûrement par extension aussi planifier les forêts, planifier les rivières pour qu'elles passent au bon endroit, etc. Et c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas, il souhaite plutôt un laisser-aller au niveau de la nature, même si en soi si ça appartient des gens, on ne sait pas trop ce qu'ils vont vouloir faire, mais bon j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Et il prend aussi un exemple qui est l'exemple de la clôture fuyante de Christo. Christo c'est l'auteur. Un projet artistique consistant en l'installation d'une longue clôture de nylon de 5 mètres de hauteur et de 40 km de longueur et reliant la côte californienne au nord de San Francisco. Cette œuvre éphémère nécessita 3 ans de préparation et la permission de 56 agriculteurs dont la clôture devrait traverser les terres. Des créations de grande envergure sont possibles tout en respectant le consentement de chaque propriétaire terrien concerné. Néanmoins, quelques années auparavant, les écologistes avaient demandé à faire un référendum pour interdire la construction à moins de 50 km des côtes californiennes sans autorisation de la commission côtière. Et l'auteur, il semble dérangé par cette proposition, considérant que nous nous privons d'un certain nombre de créations dont nous n'avons même pas conscience et que le fait d'interdire par avance nous empêche d'avoir accès à ces futures créations, à ces futures émanations de l'esprit de l'homme. Nous allons passer au prochain chapitre qui se nomme « Redécouvrir les droits de l'homme ». Et nous allons commencer par une citation de William Pitt lors de son discours au Parlement britannique en 1763. « Dans sa chaumière, l'homme le plus pauvre peut toutes les forces de la couronne. Sa chaumière peut bien être frêle, son toit branlant, le vent peut souffler à travers d'elle, la tempête, la pluie y pénétrer, mais le roi d'Angleterre ne le peut pas. Sa puissance n'oserait pas franchir le seuil de cette maison en ruine. »
L'auteur place cette intouchabilité de la propriété privée en avant comme principe fondamental des droits de l'homme, ce qui est beaucoup moins mis en avant dans les droits de l'homme aujourd'hui, alors que les libéraux considèrent qu'il s'agit vraiment d'un droit de base. Et j'avais aussi envie de vous parler de quelque chose d'assez intéressant que j'avais déjà abordé en début de vidéo, qui est l'incompatibilité entre l'égalité et la liberté. Et l'auteur prend un exemple qui est assez intéressant. Imaginons une société assez utopiste pour les anarcho-communistes, les communistes, les marxistes, etc. Une société où chacun arriverait à trouver une forme d'équité, d'égalité selon les domaines, c'est-à-dire que chacun selon ses moyens et chacun selon ses besoins. Et donc chacun arrive à avoir un salaire à peu près similaire, un travail à peu près similaire, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et dans cette société-là, un Gilbert Bécaud naît. Et ce Gilbert Bécaud, eh bien, il va grandir et il va développer ses talents de compositeur, interprète, etc. Et à ce moment-là, ses voisins commencent à identifier qu'il a du talent. Et lui disent « mais tu pourrais nous faire un petit concert, nous on va te payer ». Et donc le soir après son travail, il organise un petit concert. Et ses voisins le payent 5 francs. Et au fur et à mesure, il commence à acquérir une certaine célébrité car il a vraiment du talent. Et donc il y a ses voisins qui le payent, il y a ensuite des personnes un peu plus lointaines dans la ville qui commencent à entendre ses talents et donc qui vont venir aussi écouter ses concerts et aussi le payer. Et au fil de l'année, il va faire 1000 entrées. 1000 entrées, c'est-à-dire 5 francs par entrée. Il aura gagné 5000 francs de plus. Et les autres auront tous 5 francs de moins par rapport à une certaine norme de salaire. Pourtant, est-ce que il s'agit de quelque chose d'injuste? À la fin de l'année, certes, il sera beaucoup plus riche que les autres, mais est-ce que c'est injuste? Eh bien, les égalitaristes de résultats considéreraient que c'est injuste, alors que les libéraux considèrent qu'il s'agit des interactions qui sont importantes. Par exemple, Nozick considère que si l'interaction a été faite sans coercition, que chacun était libre d'échanger, eh bien dans ce cas-là, tout est juste, car chacun voulait les services de l'autre, les spectateurs voulaient ses services, lui il voulait exprimer ses talents et se faire payer pour car il s'agit du travail, et dans ce cas, tout est juste. Alors pourquoi vouloir à tout prix une égalité de résultats alors que dès que l'on sort justement de ce carcan et que l'on veut appliquer un petit peu de sa liberté personnelle et potentiellement faire un travail en plus et potentiellement faire fructifier ses talents, et bien tout de suite on sort de cette égalité de résultats. Cette égalité de résultats est très précaire et pour la garder, il faut nécessairement réduire les libertés individuelles. Désormais, nous allons parler de méritocratie et d'égalité de départ, et ce que j'aime avec l'auteur, c'est qu'il était assez honnête intellectuellement là-dessus, car il y a un certain nombre de libéraux qui sont quand même méritocrates, alors que si on est méritocrate jusqu'au boutiste, et bien dans ce cas c'est suppression de l'héritage. Est-ce qu'ils veulent supprimer l'héritage? Non. Donc déjà, bon, c'est un petit peu questionnable comme question, et questionnable comme question, oui. Et justement, l'auteur aborde cette question, et si l'on imagine quelque chose, une société vraiment très méritocrate avec une forme d'égalité de départ, dans ce cas, l'État prendra encore plus de place, car il faudrait déjà qu'il y ait une forme d'égalité économique de départ, il faudrait qu'il y ait un environnement de départ à peu près similaire, donc peut-être que l'État pourrait prendre en charge l'élevage des enfants, et à ce moment-là, dès que l'on prend en charge un critère, eh bien les différences individuelles se déplacent sur d'autres critères. Par exemple, si l'environnement est à peu près le même, si économiquement il y a une forme d'égalité, et bien peut-être que les différences interindividuelles s'exprimeront davantage d'un point de vue des gènes. Et est-ce que cela vaut mieux qu'une différence qui serait d'un point de vue du capital culturel? Est-ce que cela vaut moins? C'est une question. Désormais, nous allons parler du droit de posséder et de porter des armes, qui est un chapitre qui est très intéressant, car on ne se pose pas beaucoup la question du droit de port d'armes, c'est quelque chose qui est un peu rangé dans un casier et que l'on n'ouvre plus vraiment, alors que c'est tout de même une question qui est assez intéressante. À l'anarchiste fainéant coupable de port d'armes illégal, le juge dit « Vous savez que vous aviez sur vous tout ce qu'il fallait pour commettre un meurtre. » Et fainéant de répliquer « J'avais aussi sur moi tout ce qu'il fallait pour commettre un viol. » Et ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas vraiment que l'arme qui pose problème, c'est déjà l'intention. Parce que des armes, même si les armes à feu sont interdites,
On peut toujours en trouver, un couteau, une barre de fer, une voiture pour écraser des gens. Il y a toujours des moyens de faire du mal si l'on a envie de faire du mal. Donc il n'y a pas que l'outil qui pose question, il y a aussi l'intentionnalité derrière. Et puis après, il y a aussi une autre question qui est que, par exemple, dans notre pays, les personnes qui se procurent des armes, finalement, ne sont que les délinquants. Les honnêtes citoyens ont un coût trop élevé au fait de se procurer une arme, vu que c'est interdit, alors qu'ils ne comptent pas s'en servir. Alors que les délinquants qui, de base, vont s'en servir, eh bien, eux, même malgré le risque juridique, vont quand même s'en procurer, même si c'est interdit. Ce qui crée une sorte de déséquilibre dans une société où les armes sont interdites sans que l'interdiction soit vraiment très sévère et que tout soit vraiment vérifié. Et bien dans ce cas, il n'y a que les délinquants qui ont réellement des armes, dans les cités par exemple. Ce qui pose un déséquilibre et quand même qui pose question. Surtout qu'il y a la notion de coût du crime. Si par exemple des personnes qui font des cambriolages savaient que leurs potentielles victimes pouvaient avoir des armes, eh bien ils réfléchiraient à 2 fois avant de cambrioler, car le risque qu'ils encourent est beaucoup plus élevé comme la personne peut se défendre avec une arme. Donc l'auteur dit que quand même cela reste une question nuancée, car il y a tout de même des risques bien évidemment à ce qu'une population ait des armes et qu'il y a à peu près autant d'arguments pour que d'arguments contre. C'est assez difficile de trancher, mais qu'il faut quand même se poser la question et que c'est surtout ce déséquilibre entre la plupart des honnêtes citoyens qui n'ont pas d'armes et les délinquants qui ont des armes qui pose beaucoup de questions. L'auteur parle ensuite de l'activité non coercitive qui est la base du libéralisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sphère individuelle précise avec des délimitations précises, des droits précis qui sont vraiment inaliénables et qui entourent l'individu comme une sphère qui aurait une fin. Il s'agit plutôt que chacun doit agir sans être dans la coercition de l'autre. Mais ces actions sont très larges, puisque ce qui peut être dans la coercition peut varier selon les individus, peut varier selon les contextes. Donc c'est pour cela que il n'y a pas vraiment de règles strictes de sphère individuelle à respecter, mais plus un principe de non-coercition. Si une personne a envie de faire quelque chose et que vous aussi vous en avez envie et que vous faites un contrat ensemble, dans ce cas vous n'êtes pas dans la coercition. Mais pour cette même chose, si une personne n'en a pas envie, qu'elle n'a signé aucun contrat, là vous êtes dans la coercition. Et c'est là que vient la nuance, c'est vraiment la notion de consentement et la non-coercition. Nous allons passer au chapitre l'inefficacité de l'État, avec premièrement le vote. Alors le vote, je vous mettrai une vidéo en petit i si je la retrouve de quelqu'un qui avait fait une vidéo sur la comptabilisation des votes, pourquoi il s'agit d'un résultat qui peut changer selon la comptabilisation, ce qui questionne tout de même, parce que déjà il y a plein de modalités de vote, vous pouvez faire des votes à plusieurs tours, avec plusieurs options, avec 2 options, avec peut-être aussi des tours qui sont plus dans l'élimination plutôt que dans le choix direct, et selon la manière de comptabiliser les votes, le résultat sera totalement différent. Et souvent cela pose question, par exemple si vous avez un certain nombre d'options et qu'il ne s'agit que d'une majorité relative qui vote pour l'une des options et pas une majorité complète, est-ce que cela pose problème ou est-ce que cela ne pose pas problème? S'il s'agit de tours éliminatoires, pareil, à la fin on aura peut-être le moins pire, mais cela ne signifie pas qu'il s'agissait du préféré par rapport à la majorité. Il y a toujours des comptabilisations qui posent de nouvelles problématiques, qui en résolvent d'autres, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de manière de comptabiliser les votes qui serait parfaite. Il y en a peut-être qui seraient mieux que d'autres, mais pas de manière parfaite, et c'est pour cela que l'auteur, lui, considère qu'il faudrait, dans la mesure du possible, plutôt voter à travers nos choix dans le marché, ce qui nous pose quand même quelques problèmes, mais bon, j'y reviendrai aussi à la fin. Désormais, je vais parler de l'irrationalité de l'État et je vais prendre l'exemple que l'auteur a utilisé. Il s'agit de l'exemple de la crise cubaine. Alors, nous allons utiliser la crise cubaine pour exemplifier la notion d'irrationalité de l'État. En 1962, le gouvernement des États-Unis apprend la présence de missiles nucléaires offensifs à Cuba. Le gouvernement décide d'organiser un blocus naval de Cuba. Quelques jours plus tard, la veille d'une attaque aérienne prévue par les États-Unis contre les bases cubaines, l'Union soviétique capitule et annonce le retrait de ses missiles. Le professeur Allison de l'université d'Harvard a étudié en détail la suite des événements.
Il en a publié une étude, Essence of Decision, Explaining the Cuban Missile Crisis. Il en arrive à la conclusion que cette suite d'actions n'est pas le résultat d'une stratégie rationnelle, mais plutôt des processus politiques et des procédures bureaucratiques irrationnelles. Par exemple, Kennedy avait ordonné à la marine d'établir un blocus aussi près que possible de Cuba, afin que l'Union soviétique rappelle leurs navires approchant de Cuba avec d'autres missiles nucléaires le plus tard possible, mais cet ordre ne correspondant pas aux procédures décrites dans les manuels de la Navy, concernant les blocus, eh bien, ils furent ignorés et le blocus fut réalisé à 500 miles des côtes cubaines, ce qui signifie environ 800 km si je ne m'abuse. Donc cela illustre bien vraiment le fait que un certain nombre d'états de crise, et même dans des périodes pas de crise, eh bien il peut en résulter des actions étatiques qui sont irrationnelles par une suite de dominos de bureaucratie, d'administration, des choses qui sont plus ou moins incohérentes ou des ordres qui auraient pu paraître être logiques mais qui rentrent en contradiction avec les procédures de base qui font que le résultat est totalement irrationnel. Nous allons passer au dernier thème, au dernier chapitre plutôt, qui se nomme l'anarcho-capitalisme. Et cela me pose un peu problème son organisation de chapitres, car j'aurais préféré qu'ils prennent plutôt des grosses thématiques abordées à travers différents auteurs, certains qui seraient libéraux, certains autres anarcho-capitalistes, alors que là, chaque thématique, il a choisi un auteur qui a un avis bien précis, et j'aurais préféré qu'il y ait quand même une forme de comparaison. Mais bon, après je comprends qu'il a dû faire des choix, parce que sinon son livre aurait été beaucoup trop long. Et nous allons parler de protection, jugement et sanction. Je vais commencer par une citation de Lysander Spooner qui provient de The Constitution of No Authority. Si un homme veut de la protection, il est capable de s'arranger lui-même pour en obtenir sur le marché. Et il n'y a pas lieu pour qui que ce soit de le voler afin de le protéger contre son gré. L'auteur considère que les tribunaux privés ont fait leurs preuves, que par exemple les marchands au Moyen-Âge en Angleterre utilisaient des tribunaux privés par rapport à leurs différends et que à la fin il n'en résultait même pas des sanctions, que la sanction était sociale, car chacun connaissait le résultat de ces tribunaux et donc que cette sanction suffisait. Donc c'est pour cela que les tribunaux privés n'avaient pas besoin d'être reliés à des sanctions publiques. Et certains auteurs considèrent que même maintenant, cette sanction sociale pourrait être applicable parce que par exemple, les sanctions sociales font légion sur les réseaux sociaux, la réputation reprend de l'ampleur et donc que cette forme de sanction pourrait fonctionner. L'auteur cite ensuite Rothbard qui critique la police, qui dit que la police publique, comme elle n'a pas de concurrence, eh bien elle n'a aucune pression à l'amélioration car ses clients ne vont pas partir vu qu'elle s'approprie ses clients. Alors qu'une police privée, elle serait obligée d'avoir une pression à être la meilleure, à être efficace car ses clients pourraient partir ailleurs. Et de plus, pour un pays avec une police nationale, plus des individus utilisent la police, moins cela en fait pour les autres. Alors qu'avec une police privée, eh bien, il y aurait une réadaptation des effectifs et des services beaucoup plus rapide pour répondre à la demande. Ensuite, il y a une question qui se pose, si chacun n'utilise que des services privés d'un point de vue de la police, c'est que faire si une personne ne souscrit pas à des services de police privée, mais est concernée par un heurt avec une personne qui, elle, utilise une police privée. Et bien si c'est la personne qui utilise la police privée qui attaque cette personne, et bien la police va aussi intervenir pour défendre cette personne, même si elle ne paye pas de policier car c'est son client qui l'attaque. Parce que justement il y avait un peu ce questionnement de si une personne ne paye pas de police privée, qu'est-ce qui se passe s'il y a une altercation avec d'autres personnes. Bon, ça me paraît totalement... Vraiment là, j'essaie de vous faire un résumé le plus neutre possible, mais je me dis mais comment ils font les policiers s'ils sont là avec des jumelles à reconnaissance faciale pour savoir si leur client n'attaque pas quelqu'un d'autre, alors que juste quand tu vois des gens se bagarrer ou une personne en attaquer une autre, peut-être qu'il n'y a pas besoin de se poser autant de questions. Enfin, ça me paraît un petit peu complexe. Enfin, concernant les tribunaux privés, comment décider qu'un jugement sera le dernier ? Alors déjà, il y a chacun qui va faire appel à son tribunal. Par exemple, celui qui est accusé et celui qui accuse, chacun aura un tribunal qu'il va préférer, et donc il y aura 2 jugements. Et si ces 2 jugements vont dans le même sens, dans ce cas, eh bien, la sanction sera appliquée s'il y a sanction, et s'il n'y a pas sanction, tout dépend des modalités
eh bien juste le jugement sera accepté. Mais si les deux jugements et les conclusions des deux jugements ne vont pas dans le même sens, dans ce cas, ils vont faire appel à un troisième tribunal pour trancher. Voilà, c'est la règle qui a été décidée. Pourquoi ce roi, je ne sais pas, au bout d'un moment on va pas faire non plus 500 000 jugements, mais c'est la règle des deux jugements, plus un troisième s'il faut trancher. L'auteur aborde ensuite la question de la défense nationale et des risques extérieurs. Alors déjà, il dit que les individus peuvent investir librement dans une armée, mais que rien ne sera obligatoire, et qu'ensuite, il considère que s'il s'agit d'une forme de société anarcho-capitaliste, eh bien, il y aura moins d'États-nations qui auront intérêt à l'attaquer, car déjà ils ne se sentiront pas forcément menacés en tant qu'État-nation, et puis de plus il n'y a pas vraiment de structure de pouvoir à prendre pour dominer la population, donc ce serait beaucoup plus compliqué, et en cas d'attaque il considère aussi que les polices privées pourraient défendre en partie le pays, et que des personnes armées aussi dans le pays pourraient défendre le pays en plus d'une armée si les individus décident de payer une armée. Après, il y a certaines choses qui sont plus difficiles à concevoir, par exemple l'arme nucléaire, à qui appartient l'arme nucléaire, mais il s'agit du bien public par excellence. Et c'est pour cela qu'il y aura toujours des notions de bien public ou de passagers clandestins, des personnes qui vont profiter d'un bien public ou d'un bien payé par les autres sans en payer le prix. Par exemple, imaginons qu'il y ait un barrage, qu'il y ait besoin d'un barrage parce qu'un village va se faire engloutir sinon par des eaux, eh bien un entrepreneur va leur proposer de construire un barrage et que chacun paie une somme qui est la même. Mais il suffirait qu'une seule personne refuse, et dans ce cas-là, l'entrepreneur soit refuse l'offre parce que c'est injuste pour les autres, soit le fait quand même, mais dans ce cas-là, cette personne n'aura pas payé, les autres auront payé pour lui et il sera passager clandestin car il profite de ce service sans en avoir payé le prix. Sauf que les autres ne vont pas ne pas payer car ils n'ont pas envie d'être engloutis par les eaux. Et ça pose un peu des problèmes comme ça de passagers clandestins, et ce problème se pose aussi pour la défense, car des personnes qui paieraient pour l'armée, et bien tous les autres deviendraient passagers clandestins s'ils ne payent pas pour cette armée, mais qui sont défendus par cette armée. Et pareil pour la police, si la police des autres les défend parce qu'ils voient qu'il y a un problème et qu'ils ne vont pas juste ne pas agir, et bien ils vont devenir passagers clandestins sans en payer le prix. Et ça c'est vraiment un des gros problèmes dans le libéralisme, c'est comment faire face à ces passagers clandestins. L'auteur propose pour l'exemple du barrage que l'auto-entrepreneur, ou que l'entrepreneur tout simplement, ou le chef d'entreprise décide juste de ne pas faire le contrat s'il n'y a pas l'unanimité, mais on pourrait se dire que c'est aussi injuste pour les autres qui ont envie d'avoir leur barrage et qui peut-être sont prêts à payer plus cher, quitte à ce que certaines personnes ne paient pas. Donc il y a encore cette forme de confusion qui forcément serait beaucoup plus simple avec un État qui juste construit le barrage s'il y a besoin d'un barrage. À la fin du livre, l'auteur émet quand même un petit doute concernant le fait que les anarcho-capitalistes ne veulent pas du tout d'État et qu'ils ne préconisent même pas forcément toujours de sanctions d'un point de vue des jugements. Après les jugements qui, même si l'individu est reconnu comme coupable, eh bien il n'y aura pas forcément de sanctions, et il considère que la sanction sociale peut suffire, mais l'auteur dit que la sanction sociale c'est aussi une forme de pression et de restriction de liberté très forte, et c'est pour cela qu'un certain nombre de libéraux préfèrent un état minimal qui évite cette sanction sociale qui est très forte. Par exemple dans les petits villages, cette sanction sociale est extrêmement présente, et le but n'est pas de remplacer un joug par un autre, et justement cet état minimal qui ferait appliquer les lois permettrait d'éviter cette sanction sociale et ces yeux qui pourraient être partout pour nous surveiller. Je vais désormais passer à la critique. Alors, je vais essayer un petit peu de rappeler vite fait les points que je critique, mais j'aurais peut-être dû les mettre au fur et à mesure de la vidéo, mais j'ai décidé de tous les mettre à la fin et j'espère que vous n'aurez pas oublié les points. Déjà, je vais critiquer les droits collectifs sont un mythe. Et il utilise une phrase de Montesquieu qui dit qu'il ne faut pas confondre le pouvoir du peuple avec la liberté du peuple. Mais j'ai l'impression que les libéraux considèrent que justement un grand pouvoir alloué au peuple peut amener à des restrictions individuelles et donc qu'il n'y aurait pas de liberté car la liberté individuelle serait réduite. Mais je pense qu'il s'agit plus d'une incompréhension d'échelle entre les libéraux et par exemple les libertaires, les communistes, etc. Parce que les libertaires et les communistes
demeure à une échelle générale. Pour eux, un peuple est libre si un peuple peut décider collectivement de faire ce qu'il souhaite pour son avenir, de prévoir un avenir particulier, ce qui implique des restrictions individuelles, mais il reste toujours sur une échelle, sur une grande échelle, sur une échelle d'un peuple. Et les libéraux, quant à eux, ont cette double échelle, ont cette réflexion à la double échelle, où ils disent, certes, peut-être qu'on est libre d'un point de vue du peuple et des décisions que l'on peut prendre, par exemple d'un point de vue environnemental, eh bien on peut être libre de planifier, de vouloir réduire certaines pollutions ou autres, mais cela crée des restrictions individuelles et donc cela diminue la liberté du peuple selon les individus, selon les libéraux, c'est la liberté des individus, alors que la liberté du peuple, selon les libertaires et les communistes, c'est la liberté de la population dans son ensemble en termes d'ensemble d'individus. Et il y a cette incompréhension d'échelle qui demeure. Donc c'est pour cela que je ne considère pas qu'il y a les libéraux qui ont raison, les libertaires qui ont raison. C'est plus une question d'incompréhension d'échelle et d'incompréhension pas de définition mais vraiment d'échelle, car ils ont sûrement la même définition de la liberté mais ils ne l'appliquent pas à la même échelle, ce qui crée cette incompréhension. Bon là c'était pas vraiment une critique, c'était plus d'essayer de faire converger des plans qui ont l'impression que les autres ne pensent pas de la bonne manière alors qu'il s'agit d'une question d'échelle ou parfois une question d'incompréhension de définition. Concernant la critique de la tyrannie de la majorité, l'auteur parle justement du fait que ça le dérange le fait que dans la comptabilisation des votes, eh bien la comptabilisation peut totalement changer le résultat des votes et que par conséquent il préfère que l'on vote par nos choix sur le marché. Ça c'est très beau sur la théorie, mais en pratique il y a tout ce qui concerne le droit, et ce qui est extrêmement important en plus dans un état libéral, c'est un petit peu la seule chose à décider collectivement, et ce droit, comment on décide quelles règles appliquer sans vote. Il faut bien décider quel droit l'on veut pour cet état, même si je ne vais pas l'appeler état, puisque c'est justement pas forcément un état si on est anarcho-capitaliste, pour cette société, quelles règles on souhaite, et je ne vois pas comment décider de ces règles sans voter. On va pas voter des règles par le marché, ça me paraît un petit peu étrange. Concernant la critique de la liberté d'appropriation, cela me pose problème que l'auteur ait utilisé un auteur du XVIIe siècle pour répondre à cette question, alors qu'il s'agit d'une question éminemment importante dans le libéralisme, c'est un petit peu le nœud du problème, et qu'en plus, il s'agit d'une question qui évolue extrêmement vite, parce que les réponses me laissent un petit peu sur ma faim. Dire que je peux m'approprier une terre si cette terre n'appartient à personne et que je travaille cette terre, eh bien déjà, est-ce qu'il y a des terres qui n'appartiennent à personne? Est-ce que quand je me balade autour de chez moi, je trouve des terres qui n'appartiennent à personne? Non. Et puis, est-ce que si je paie quelqu'un pour s'occuper de cette terre à ma place, est-ce que cela signifie que je travaille cette terre? Est-ce que si l'on reprend la métaphore de la fraise et que je me balade et que je trouve, par exemple en Afrique, un singe que je ramène en France, est-ce que j'ai le droit de me l'approprier? Si on parle du vivant, qu'est-ce que j'ai le droit de m'approprier ou de ne pas m'approprier? Est-ce que si je trouve une fleur rare qui est en voie de disparition, est-ce que j'ai le droit de l'accueillir et me l'approprier? Et c'est plein de questions comme ça, aussi d'un point de vue des appropriations de concepts, de création. Désormais, les problématiques sont autres, c'est-à-dire que maintenant les nouvelles découvertes, par exemple d'un point de vue pharmaceutique, c'est pas dans votre cuisine ou dans votre mini laboratoire chez vous que vous allez les faire. Ce sont déjà des grosses entreprises qui vont pouvoir faire ces découvertes. Pareil d'un point de vue de l'appropriation de territoire, ce n'est pas vous qui allez vous approprier une terre en vous baladant même au fin fond de l'Auvergne et en trouvant une terre qui n'appartient à personne. C'est la même chose, il s'agit de riches personnes qui vont pouvoir s'approprier des espaces qui n'ont toujours pas été utilisés, comme par exemple l'espace. L'espace, ça va être le prochain lieu un petit peu où tous les riches vont se disputer l'appropriation. Et c'est plein de choses comme ça qui désormais ne peuvent être appropriées que par des personnes déjà riches. Les questions ne sont plus du tout les mêmes. À la limite, vous avez les fonds des océans, vous pouvez vous construire une petite villa au fond de l'océan, personne n'a pris cet espace, voilà. Donc de dire qu'il faut qu'il en reste d'assez bonnes et en assez nombreuses quantités pour les autres, c'est très intéressant, mais à mon avis, ça le fait plus ressembler aux libertaires qu'aux libéraux de nos jours. L'auteur nous parle également de la cybernétique et de l'équilibre avec sa théorie d'autorégulation, la théorie hayekienne. Et bon, malgré le fait que
cette théorie n'a peut-être pas forcément été extrêmement bien expliquée parce que il a été obligé de résumer et donc c'est une théorie qui est beaucoup plus difficilement compréhensible lorsqu'elle est résumée et que peut-être que je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine pour bien l'avoir comprise, mais néanmoins la manière dont elle a été présentée dans ce livre, c'est vraiment vous inquiétez pas, si on laisse faire, ça va marcher. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune démonstration technique. On est juste censé le croire parce qu'il nous dit ça. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne fondamentalement parce que j'ai besoin de comprendre le pourquoi du comment ça va marcher. Et là, ce n'était pas le cas dans ce livre, ça n'a pas été expliqué. Donc c'est vraiment, vous inquiétez pas, si on laisse les choses s'équilibrer, ça va s'équilibrer. Merci, mais c'est un peu tautologique, donc ça ne m'explique pas comment ça fonctionne. Et puis aussi, il parle toujours d'un point de vue très individuel. Les individus vont s'adapter par rapport au feedback qu'ils vont recevoir de leur environnement. Et ils ne réfléchissent jamais dans une dynamique de classe, alors que, bon, je comprends pourquoi ils ne le font pas, ce sont des libéraux, mais parfois c'est intéressant de réfléchir aussi en termes de dynamique de classe, car les individus, leurs actions sont pas toutes isolées et fondamentalement différentes. Il y aura tout de même des regroupements d'actions qui vont créer des dynamiques et des dynamiques qui sont intéressantes à analyser. Donc c'est pour cela que je trouve cela un peu pauvre d'être toujours à l'échelle de l'atome individuel alors qu'il y a aussi des dynamiques à plus grande échelle à prendre en compte. Il parle aussi de la sélection des entreprises, sélection naturelle des entreprises, et je pense que ça va surtout être la sélection naturelle des individus parce que ces entreprises qui sont peut-être moins efficaces mais qui sont moins chères, il y aura toujours des personnes qui vont les utiliser, ce seront les pauvres, tout simplement parce que par exemple des entreprises dans la santé qui sont moins efficaces mais moins chères, ce seront les pauvres qui vont les utiliser et ce sont eux qui vont en payer le prix et donc qui vont être sélectionnés. Et peut-être qu'il y aura une sélection certes des meilleures entreprises, mais il y aura aussi une sélection des gens et il ne faut pas l'oublier et ça il ne le met pas assez en avant dans son texte. Je vais aussi critiquer la liberté d'association et la charité volontaire. C'est un chapitre dans lequel l'auteur affirme que les assurances de santé privées sont plus efficaces et moins chères que les assurances de santé publiques. Et concernant le prix, honnêtement, je ne suis pas certaine qu'il ait raison. Déjà, il ne cite aucune source et je n'ai pas trouvé de grandes comparaisons, de grandes études comparatives qui permettraient d'aller dans ce sens. Et il y a certains éléments qui me permettent de douter de son affirmation. Déjà le fait que d'un point de vue administratif, une entreprise publique coûte moins cher et en plus il y a la publicité en moins à faire. Et de plus, elle peut déjà négocier des tarifs préférentiels comme elle est à grande échelle vu qu'il s'agit d'une entreprise publique. Donc elle peut avoir certains avantages qui peuvent lui permettre de baisser les prix. Donc il y a différents points comme la publicité, les coûts administratifs et cette notion de tarif préférentiel qui me font douter de son affirmation. Ensuite, concernant la critique de l'emploi de la raison et de la métaphore amoureuse, je trouvais que la métaphore était intéressante, mais je me permets de la critiquer car il s'agissait de son seul argument. Et quand le seul argument est une métaphore, eh bien on accorde plus d'importance à la métaphore et l'on peut être plus critique envers cette dernière. Là, ce qui me pose problème, c'est qu'il ne s'agit tout de même pas du même domaine. Par exemple, l'amour, eh bien cela peut se vivre à deux, même sur une île déserte, alors que l'économie, il s'agit de dynamiques bien plus générales, et à deux sur une île déserte, vous pouvez très bien vous créer des petites pièces, mais cela n'a pas du tout la même portée, pas du tout la même valeur, alors que l'amour peut se vivre de manière isolée de la société. Même si c'est inclus bien évidemment dans des normes, c'est inclus dans des dynamiques plus grandes, dans des marchés aussi, mais l'amour peut aussi se vivre à petite échelle. Et c'est pour cela que cette comparaison me pose problème aussi, c'est parce que le tragique peut être beau en amour, le tragique peut toucher aussi en amour, de manière plutôt positive et belle, alors que le tragique en économie, je pense que la plupart des gens préfèrent l'éviter et ne sont pas émus en voyant du tragique en économie. Le tragique n'a pas la même saveur dans l'amour et dans l'économie. Et c'est pour cela que certains souhaitent davantage contrôler l'économie, c'est que cet aspect aléatoire, cet aspect qui peut amener potentiellement au tragique dans l'amour, fait partie de la beauté potentielle de l'amour, même si on pourrait aussi s'en passer. Alors que dans le domaine économique, ce tragique est à éviter à tout prix. Car littéralement il y a des vies derrière, il y a des personnes qui peuvent mourir parce qu'elles meurent de faim,
parce qu'elles n'ont pas assez d'argent. Donc les portées ne sont pas les mêmes, même si vous pourrez me dire que des gens peuvent se suicider par amour, mais disons que la mort n'est pas inéluctable. Et cet aspect aléatoire est beaucoup moins appréciable dans le domaine de l'économie que dans le domaine de l'amour. Concernant la propriété privée et l'écologie, je le trouve un petit peu naïf là-dessus. Car il y a déjà un certain nombre d'espaces, par exemple de forêts en France, il y a 75% des forêts qui sont des espaces privés. Néanmoins, lorsqu'un individu a beaucoup de terres, il ne va pas aller vérifier toutes ces terres constamment, au même titre qu'il vérifie son jardin. Son jardin, il est devant ses yeux, donc forcément qu'il le vérifie. Et je ne pense pas que toutes ces forêts publiques, eh bien, les personnes à qui appartiennent les forêts aillent les vérifier pour voir si des gens ne jettent pas des bouteilles ou je ne sais quoi. Il s'agit, à mon avis, d'une vision un peu naïve, et surtout que là, il parle toujours de la pollution d'un point de vue très superficiel, mais la pollution, c'est pas juste des gens qui jettent des mégots ou des bouteilles. La pollution, il y a la pollution qui est bien plus présente, c'est le déversement d'eau usée d'usine, c'est vraiment des choses à une échelle beaucoup plus grande qui n'ont pas les mêmes répercussions, et je pense que cette question est trop mise de côté, et moi c'est plus cette question qui se pose, est-ce que les entreprises auraient beaucoup de droits sur les espaces qu'elles achètent? Est-ce qu'elles pourraient vraiment les polluer comme elles le souhaitent, déverser leurs eaux usées ou ce genre de choses? Ou est-ce qu'elles ne le pourraient pas? Et puis d'un autre côté, il y a aussi le fait que, par exemple, il y a des espaces mouvants comme l'eau, ce qui n'est pas la même chose que la terre, même si la terre il peut y avoir des contaminations, mais l'espace mouvant comme l'eau peut se propager, donc les problématiques ne sont pas les mêmes. Et puis il y a aussi les espaces qui sont fragiles, avec une biodiversité qui est rare et fragile, comme les zones humides. Est-ce que ces zones pourraient appartenir à n'importe qui? Est-ce que les associations de protection de la nature auraient assez pour racheter toutes ces zones fragiles pour que personne ne construise dessus? Il y a plein de questions comme ça qui se posent d'un point de vue de la protection de la biodiversité, que les libéraux mettent un petit peu de côté, et pour moi, l'écologie c'est quand même un gros point noir des programmes libéraux. Je voulais aussi questionner, à un moment donné, il avait parlé du fait que les interdictions empêchaient des créations humaines dont on ne pouvait même pas imaginer l'existence, mais j'ai envie de dire, là je suis un peu plus conservatrice que lui sur ce point, nous savons ce que nous perdons, mais nous ne savons pas ce que nous allons gagner. Et parfois je pense qu'il vaut que prudence est mère de sûreté, et qu'il vaut mieux être certain de garder des choses qui sont belles, de garder une certaine biodiversité, plutôt que de... Voilà, peut-être que vous aurez créé un nouveau bâtiment avec une nouvelle architecture que vous n'avez jamais vue avant, certes, mais cette biodiversité, vous ne pourrez jamais la recréer ailleurs, à part si vous conservez les génomes, que vous les congelez, que vous recréez les espèces, mais bref, ce sera un petit peu compliqué, donc à mon avis, il vaut mieux préserver les entités fragiles de la nature, alors que les créations humaines, vous pourrez peut-être en créer un autre endroit, un endroit où vous détruisez moins, vous pourrez peut-être créer un autre moment, mais il y a certaines choses sur Terre qui sont fragiles et qui, à mon sens, doivent être protégées par l'humain, car nous ne pourrons jamais les retrouver si nous les détruisons. Lors de son chapitre sur Redécouvrir les droits de l'homme, il utilise une citation de Pitt concernant l'inviolabilité de la propriété privée, et cette citation a été prononcée dans un contexte de non-paiement de taxes, où des agents sont allés chercher directement la taxe à leur source. Et je comprends totalement cette envie de non-violabilité, mais comment faire si les individus ne veulent pas payer leurs impôts et qu'il y a un impôt minimal? Comment faire? Est-ce qu'on fait un siège devant chez eux? Est-ce qu'on bloque leur carte bancaire? C'est vraiment une question qui se pose, parce que si les individus ne paient pas, au bout d'un moment, il y a quand même un minimum à faire respecter, même dans un état minimal, il a besoin un petit peu d'argent pour faire respecter les lois. Donc comment on fait si on ne peut pas avoir les impôts de force et que les personnes ne paient pas? Concernant le port d'armes, j'ai été agréablement surprise par ce chapitre, mais j'ai quand même certaines réserves parce que j'ai l'impression qu'il délie trop l'arme du crime. Et pour ma part, j'aurais tendance à être plus nuancée là-dessus, parce que je pense qu'il est possible d'autoriser certaines armes et pas d'autres. Par exemple, il y a des armes automatiques qui peuvent tirer un certain nombre de munitions en un temps très restreint, et d'autres armes qui seraient des armes... comme par exemple un pistolet personnel, bon je ne connais pas du tout en armes, ça se trouve je dis n'importe quoi, mais donc il y a des armes qui tirent beaucoup de munitions en un temps très restreint et d'autres armes qui permettent de se défendre mais qui ne tirent pas un grand nombre de munitions en un temps très restreint. Et déjà ces deux types d'armes ne peuvent pas du tout avoir la même portée, au même titre que si vous avez une bombe sur vous, ça n'a pas la même portée que si vous avez votre pistolet.
Donc pour ma part, je pense que même si l'on autorise les armes, cela ne signifie pas autoriser toutes les armes, car il y a des armes qui ont des portées totalement différentes, et si le but c'est de pouvoir se défendre, eh bien il n'y a pas besoin d'avoir une bombe sur soi. Concernant cette dernière partie sur les anarcho-capitalistes, personnellement j'ai un peu du mal avec les anarcho-capitalistes. Déjà concernant les tribunaux, qui est-ce qui paie les tribunaux? Par exemple, si l'individu n'a pas assez d'argent et qu'il a la prison à vie, parce que je sais qu'il y a différents courants et certains qui acceptent les sanctions, imaginons qu'il soit sanctionné à la prison à vie, qu'est-ce qu'il fait? Comment on fait s'il n'a pas assez d'argent pour payer? Et aussi j'ai d'autres questionnements, par exemple pour la question de la sanction sociale, il me semble qu'il s'agit d'une vision assez utopiste, car nous n'habitons plus tous dans des villages. Maintenant, il y a beaucoup de villes, et dans les villes, il y a des marginaux, dans les villes, il y a des groupes, il y a des clans, et par exemple, des personnes pourraient très bien voler, être jugées, être reconnues comme coupables, mais ils n'en ont rien à faire, car ils sont dans leur clan de voleurs, et que la réputation qu'ils ont dans la ville est déjà négative, donc ils peuvent très bien continuer leurs méfaits et n'en avoir rien à faire. Cette réputation ne fait pas tout, il y a des gens qui peuvent continuer à exercer leurs méfaits, et c'est pour ça qu'il y a des sanctions, c'est pour mettre ces individus hors d'état de nuire pendant un temps donné ou les dissuader d'agir. Et puis aussi, qu'en est-il de la réinsertion sociale? Parce que le but d'avoir une sanction, c'est qu'après avoir purgé cette peine, eh bien normalement il y a une réinsertion sociale, la personne a purgé sa peine et elle peut en théorie recommencer à zéro. Alors que là, s'il n'y a que ce regard social, eh bien cette personne, peut-être sa réputation sera tuée à vie et ne pourra plus jamais recommencer, sera condamnée avec cette image de délinquant. Et aussi, je n'ai pas spécialement envie de devoir faire des enquêtes et des recherches à chaque fois que j'utilise un service, à chaque fois que j'utilise une entreprise ou à chaque fois que je parle à quelqu'un, parce que cette personne ou cette entreprise peut avoir réalisé des méfaits qui n'ont pas été punis. Et concernant les polices privées, alors là j'ai beaucoup de questionnements. Déjà, est-ce que les policiers agissent s'il ne s'agit pas de leurs clients? Parce que, imaginons, ils ont toutes les capacités physiques d'agir. Il y a une femme par exemple qui se fait agresser dans la rue mais qui n'a pas payé de police privée. Ils peuvent agir mais ils ne vont pas le faire parce que ce n'est pas leur cliente. Et s'ils le font, elle devient une passager clandestin. Donc ça pose un petit peu problème. Et puis si des individus malfaiteurs s'enfuient dans d'autres départements, comment on fait? Une police nationale, c'est beaucoup plus pratique quand même pour arriver à les suivre, avoir une forme de coordination. Ou alors il faudrait que ce soit une police privée qui ait une forme de toile sur toute la France, mais dans ce cas, elle aurait déjà presque un monopole dans le domaine et on n'aurait pas forcément le choix de notre police s'il n'y en a qu'une seule qui peut permettre de suivre les malfaiteurs. Concernant la règle des deux tribunaux, alors là soit je n'ai pas compris, soit c'est assez flou, parce que déjà deux tribunaux peuvent très bien en arriver à la même conclusion, que l'individu est coupable mais ne pas donner les mêmes peines, et dans ce cas est-ce qu'on considère qu'ils donnent le même verdict ou non? Et puis en plus le troisième tribunal peut très bien justement avoir une réponse légèrement différente mais qui ne va pas forcément dans un sens ni dans l'autre, il y a des nuances, c'est pas juste la personne est entièrement coupable ou entièrement pas coupable. Et puis 3 tribunaux c'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a 3 jugements à faire, des jugements qui peuvent être longs et fastidieux. Et c'est pour ça que je me questionne un peu, déjà qui choisit ce troisième tribunal? Parce que peut-être que le tribunal de chacun aura été choisi parce que l'accusé a choisi un tribunal qui est un petit peu plus laxiste, la personne qui accuse a choisi un tribunal qui est un peu plus sévère parce que chacun a ses intérêts. Et pour le troisième tribunal, comment ils font? Ils sont censés en choisir qu'un seul troisième, donc comment ils font pour choisir ce troisième tribunal? Et pour finir, je voulais faire une critique de la défense nationale et des risques des extérieurs, car je trouve leur vision des anarcho-capitalistes très très utopiste, car déjà, je ne suis pas sûre qu'il y ait autant de personnes que ça qui investissent dans une armée, car je pense qu'ils sous-estiment l'individualisme des individus, ce qui est assez étonnant pour des libéraux, mais je pense que chacun va plutôt prioriser sa défense personnelle de son quartier, de son jardin. À part peut-être si on affichait les noms des personnes qui donnaient de l'argent pour l'armée, peut-être qu'il y aurait un certain nombre de riches qui voudraient bien se faire voir et donc payer des sommes assez astronomiques, mais sinon, sans ce contrôle social, cela m'étonnerait. Et de plus,
est-ce que les polices privées sont préparées pour une attaque nationale? Parce qu'elles n'ont pas du tout les mêmes équipements qui sont nécessaires pour une défense nationale, qui sont peut-être des avions de chasse, des bombes, des antimissiles. Une police privée qui défend un quartier n'a pas du tout ce matériel-là, et en plus tout va se concentrer aux frontières, il y a tout de même toute une organisation à avoir qui n'est pas du tout de l'ordre des polices privées, et il me semble que ce soit très utopiste que de penser qu'elles vont se charger de ce rôle. Déjà, pourquoi ce rôle leur en incomberait? Et puis en plus, il n'y a pas spécialement moins de chances que cette société anarcho-capitaliste ne se fasse pas attaquer. C'est sous-estimer les raisons des guerres ou les raisons des attaques. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Ça peut être une ressource que l'on a sur notre pays, ça peut être juste une envie d'expansion, ça peut être un conflit d'un point de vue politique, ça peut être plein de raisons, et penser que juste parce qu'un pays est anarcho-capitaliste, eh bien il ne va pas se faire attaquer, cela me semble extrêmement utopiste. Également, je voulais critiquer les discriminations de groupe et les discriminations solitaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans son texte, il parle du fait que pour lui, cela ne sert à rien de faire des protections de minorités, car d'un point de vue si on pousse la logique, la plus petite minorité c'est l'individu, donc autant protéger directement les individus. Sauf que le principe de discrimination ne peut pas être vu à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que si on vous refuse un poste, eh bien vous allez juste vous dire que vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas été convaincant, et ce n'est qu'avec des statistiques globales que vous allez vous rendre compte que bizarrement, toutes les personnes noires se font refuser le poste. Et c'est là que l'on peut voir une discrimination. Donc juste se concentrer sur l'échelle individuelle me semble occulter toute une vision de la potentielle discrimination, à part si se dit que d'un point de vue d'une société, eh bien, il n'y a pas à enlever les discriminations et qu'il n'y a que les actions d'agression directe qui sont à supprimer. Mais sinon, d'un point de vue à l'échelle globale, ce n'est qu'avec des statistiques qu'on peut se rendre compte réellement d'une discrimination. Donc c'est pour cela que se concentrer toujours sur une échelle individuelle me semble assez réducteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sera assez longue par rapport à d'habitude, mais j'aurais pris beaucoup plaisir à la faire. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.